Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, un essai hors norme aujourd'hui, vous le voyez, celui de la Jeep Wrangler 4xe, c'est-à-dire 4xe, la version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. La Jeep Wrangler, c'est le modèle iconique de Jeep qui fête ses 80 ans cette année d'ailleurs, ce que l'écran central d'infodivertissement vous rappelle à chaque fois que vous mettez le contact, et qui a su donc traverser toutes les époques en restant une référence absolue, et puis aussi sans faire de concessions, ça reste une vraie Jeep Wrangler. Sans faire de concessions ou presque, puisqu'aujourd'hui en 2021, eh bien cette voiture elle est disponible en version hybride rechargeable, cette version 4xe 4xe. Alors est-ce toujours une vraie Jeep Wrangler ? Et surtout, l'électrification sur ce genre de véhicule a-t-elle vraiment du sens? J'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera un essai dans un tout autre style, celui de la Renault Mégane Grand Tour E-Tech, hybride rechargeable également. D'autres essais très électrisants dans les semaines à venir également. Je vous en reparle tout à l'heure. Extérieurement, vous serez d'accord avec moi pour dire que cette Jeep Wrangler, eh bien, elle ne ressemble à aucune autre voiture et c'est ce qui fait son charme depuis 80 ans maintenant. Au niveau de ses dimensions, 4,88 m de long, 1,89 m de large et 1,85 m de haut, des dimensions un peu hors normes, il faut bien le dire. L'empattement de cette voiture, c'est-à-dire la distance entre le train arrière et le train avant, il est de 3 mètres, voilà là aussi qui est plutôt généreux. Alors, cette version hybride rechargeable, elle est reconnaissable aux quelques accents bleutés présent tout autour de la voiture. Et puis à ce badge qu'on retrouve ici, le badge Trail Rated, lui aussi bleuté, qui certifie que cette Wrangler électrifiée eh bien, a réussi les tests de traction sur des terrains extrêmes comme la boue, l'eau, la neige ou encore les pentes raides. Voilà qui annonce la couleur. Sous le capot de cette Jeep Wrangler hybride rechargeable, on retrouve, venez voir, un moteur essence 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 272 chevaux et un couple maxi qui peut grimper jusqu'à 400 Nm. Un moteur électrique également est présent dans cette voiture, évidemment, d'une puissance de 145 chevaux pour 245 Nm de couple, la puissance combinée 380 chevaux et jusqu'à 637 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 6,4 secondes sur la version Sahara. Jeep ne communique pas sur le 0 à 100 de la version Rubicon, celle qu'on essaye aujourd'hui, la version qui est destinée à passer plus de temps hors de la route évidemment, ce qui peut sembler du coup assez logique. Alors pour le franchissement, l'apport de l'électrique dans cette voiture, eh bien il a un double avantage. D'abord c'est plus de puissance et puis également eh bien, ça permet un couple maximal à bas régime. Pour alimenter son moteur électrique, cette Jeep Wrangler hybride rechargeable peut compter sur une batterie d'une capacité de 17,3 kWh, batterie installée non pas dans le coffre mais bien sous la banquette arrière et qui préserve donc le volume du coffre. On détaillera ça dans un instant. Alors cette capacité généreuse doit permettre à cette batterie eh bien, de parcourir 53 km selon la norme WLTP, donc en théorie sur le mode 100% électrique. Qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien la réponse sur la route tout à l'heure. Pour le remplissage du réservoir ou pour la recharge de la batterie, ça se passe dans cette voiture systématiquement du côté gauche avec, vous le voyez tout d'abord, l'orifice de remplissage qui est ici. Le réservoir, il a une capacité de 65 litres, c'est 16 litres de moins que sur les versions non électrifiées de la Jeep Wrangler, mais ça permet tout de même eh bien, d'envisager sereinement des plus longs trajets, même si cette version Rubicon n'a pas pour vocation, on le rappelle, eh bien, d'effectuer de longs trajets sur la route. Alors pour le réservoir à carburant, c'est à l'arrière. Pour la recharge de la batterie, c'est ici à l'avant avec cette trappe qu'on retrouve subtilement placée. D'ailleurs, c'est assez sympa et c'est plutôt en hauteur, c'est assez pratique. Et bien juste à côté de la portière conducteur. On découvre un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, la recharge à la maison, sur le lieu de travail, également sur les bornes installées sur l'espace public. Recharge sur le courant alternatif grâce au chargeur embarqué d'une capacité de 7,2 kW, ce qui va permettre de récupérer 100% de batterie en moins de 3 heures sur une borne dédiée,
compter 10 heures sur une prise domestique classique. Alors vous allez pouvoir, grâce à cette voiture, recharger sur le courant alternatif, mais pas sur le courant continu. Vous le voyez, pas de connecteur combo CCS. Toujours concernant la recharge, vous le savez, notre partenaire Eddy Electric by D'Ieteren propose en Belgique un écosystème complet autour des solutions de recharge avec des bornes connectées ou non, comme celle-ci. Bornes sur lesquelles vous allez pouvoir passer votre carte, votre badge de recharge de Eddy Electric by D'Ieteren. Alors ce badge ou cette carte de recharge, il va vous permettre de démarrer ou arrêter chaque session sur votre borne, évidemment à la maison, au travail peut-être également. Et puis surtout, cette carte Eddy Electric by D'Ieteren, elle va vous permettre d'avoir accès à plus de 100 000 points de recharge partout en Europe. En plus de tout ça, il y a une application et un site internet, histoire de monitorer votre installation et de pouvoir suivre l'évolution de votre consommation. Pour peu que vous ayez choisi évidemment une borne connectée, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de cet écosystème de Eddy Electric by D'Ieteren. La carte, je vous le rappelle, elle est gratuite, pas de frais d'activation. Pas de frais d'abonnement, vous payez uniquement ce que vous consommez. Demandez-la dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. 533 litres une fois la banquette arrière en place, 1910 litres une fois la banquette arrière complètement rabattue. C'est le volume de chargement de cette version hybride rechargeable, volume inchangé donc, on ne perd pas de place. La batterie elle se trouve pas dans le coffre mais bien sous la banquette arrière. Volume de chargement donc de cette version hybride rechargeable de la Jeep Wrangler. Il y a un petit bémol quand même, un double bémol, c'est par rapport à l'ouverture, à l'accessibilité. On doit obligatoirement ouvrir la partie inférieure pour pouvoir ouvrir la partie supérieure. C'est un peu dommage, moi j'aurais voulu un système à bascule ici au niveau de la roue de secours pour libérer juste la vitre, mais ce n'est pas possible. Alors il faut l'ouvrir et il faut l'ouvrir assez largement la partie inférieure. Ici, ça ne passe pas. Ici, ça ne passe pas. Il faut l'ouvrir ici et même voilà, ici, pour que ça passe, c'est-à-dire assez largement. Si vous avez quelqu'un qui est garé un petit peu trop près derrière vous, vous ne pourrez pas ouvrir le coffre, vous ne pourrez pas y accéder tant que vous ne vous serez pas dégagé de la place de parking. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, à l'intérieur, on a un bel espace en largeur, en hauteur. C'est très carré, c'est très exploitable donc. On n'est pas du tout dans l'esprit d'un coupé où forcément le coffre est un petit peu tronqué en hauteur. Ici, pas du tout. C'est bien carré et donc c'est bien pratique. On a même une prise 12 volts ici à gauche. Et puis un sous-coffre qui va permettre de ranger au moins un câble de recharge. On a ici un énorme sac qui contient là aussi un grand câble de recharge. Enfin bref, il y a de la place, juste le petit bémol au niveau de l'ouverture du coffre, de l'accessibilité, ça c'est pas génial. Avant de prendre place au volant, avant de vous faire découvrir le tableau de bord de cette voiture, me voici installé sur la banquette arrière et je suis un petit peu déçu. Malgré les 3 mètres d'empattement, donc l'espace entre le train avant et le train arrière, je vous le disais tout à l'heure, qui doit bénéficier normalement à l'espace intérieur, je suis ici un petit peu à l'étroit. Vous le voyez, le siège avant il est réglé comme pour moi 1,90 m et ça ne passe pas. Je dois voyager avec les genoux de part et d'autre du siège avant. Donc 1,90 m devant et derrière, ça ne passe pas, c'est dommage. Pas de problème évidemment pour les gabarits moins imposants que le mien. Au niveau de l'équipement, alors d'une part on est au niveau de la sensation, on est assis plutôt haut à l'arrière, donc c'est très agréable pour les enfants notamment au niveau de la vision périphérique. Et puis au niveau de l'équipement, là par contre on est vraiment gâté et toujours pour les enfants, les adolescents, si vous avez des enfants, des adolescents qui ont des objets électroniques, des smartphones, des consoles de jeux, etc., vous pourrez tout faire fonctionner dans cette voiture grâce aux 2 prises USB-A, 2 prises USB-C plus une prise traditionnelle 230 volts. On est plutôt gâté donc au niveau connectique à l'arrière de cette voiture. Bienvenue à bord de cette Jeep Wrangler hybride rechargeable. Alors si à l'extérieur une Jeep Wrangler ne ressemble à aucune autre voiture, c'est le cas aussi à l'intérieur. Vous le voyez avec un tableau de bord, pour ne pas dire un univers bien à elle. La Jeep Wrangler est avant tout orientée aventure, surtout dans cette version Rubicon. La présentation est donc plutôt rustique à l'intérieur, mais c'est pas du tout un défaut. Une Jeep Wrangler, avouez-le, avec un intérieur de Mercedes classe S n'aurait sans doute pas la même saveur ni la même polyvalence hors du bitume d'ailleurs. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose comme à chaque fois de décrire le tableau de bord de cette voiture. On va commencer par la portière conducteur avec en partie haute la poignée, les rétroviseurs électriques, en partie intermédiaire le verrouillage centralisé et puis en partie basse le vide-poche sous la forme de filets. Donc c'est pas des vide-poches qui sont très grands. Malheureusement on peut juste caler quelques objets grâce au petit filet. C'est le cas du côté conducteur, c'est le cas également du côté passager. Du côté du tableau de bord proprement dit, à gauche du volant sur le tableau de bord on a le réglage des phares
phares, on a le réglage de la hauteur des phares également, réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord et du plafonnier, l'ouverture de la trappe pour le remplissage du réservoir d'essence et puis les modes d'entraînement hybride, électrique et e-save sur lesquels on reviendra tout à l'heure quand on sera sur la route. Au niveau du volant, dans la partie de gauche, on a la gestion du téléphone, gestion de la commande vocale également, gestion de l'affichage de la partie centrale du combiné instrument, on y revient dans une poignée de secondes. Et puis à droite, on a la gestion du régulateur limiteur de vitesse, simple ou adaptatif, vous avez le choix. Et puis la gestion de la distance par rapport au véhicule qui précède, en association évidemment avec le régulateur de vitesse adaptatif. Derrière le volant, on a comme chez Fiat, des boutons ici, et ça c'est très très malin quand on a les mains sur le volant, c'est très pratique d'aller pousser sur les boutons qui se trouvent ici derrière, avec à droite la gestion du volume et à gauche le passage d'une plage ou d'une station à l'autre. Juste derrière les commodos, on a les clignotants, on a les appels de phare, et puis les feux de route à gauche, et puis à droite essuie-glace avant et arrière. Attention, pas de capteur de pluie sur cette voiture, c'est un petit peu dommage. Derrière le volant, l'écran numérique de 7 pouces dont la partie centrale est donc personnalisable grâce aux touches qui se trouvent sur la partie de gauche du volant. Alors réglage horizontal et vertical, c'est un petit peu classique. On a donc de manière verticale, voilà, on est sur 9 messages, 8 la partie audio, 7 info trajet, info hybride, l'économie d'énergie, les aides à la conduite, les capacités tout-terrain. Et alors à chaque fois, capacité tout-terrain par exemple, on peut aller à droite, voilà, pour avoir le tangage et le roulis par exemple, donc des capacités, des informations spécifiques à cette version ultra baroudeuse de la Jeep Wrangler. On a les infos véhicules et puis l'indicateur de vitesse. Donc voilà, gestion assez simple de la partie mobile, la partie customisable de l'écran instrument via donc cette partie de gauche du volant. C'est assez pratique, c'est assez simple et c'est assez complet aussi, et notamment pour tout ce qui concerne les capacités de franchissement. Alors deuxième écran, l'écran central de 8,4 pouces, on y revient dans un instant, on ira faire un petit tour dans les menus. Et puis en dessous de l'écran, la partie consacrée au chauffage et à la climatisation qui, vous le voyez, est bizone dans cette voiture. Les feux de détresse en partie centrale juste en dessous et puis une ligne de boutons qui traverse ces feux de détresse avec à gauche le bouton mute, le bouton e-coasting sur lequel on va revenir sur la route, le bouton de déconnexion de l'anti-patinage juste ici. Et puis à droite des feux de détresse, on a d'autres boutons. On a l'assistant Select Speed qui se trouve ici au milieu. On en reparlera quand on sera sur la route. On a également les capteurs de parking ici à gauche et la possibilité d'éteindre l'écran d'infodivertissement, voilà, via ce bouton à l'extrême droite. En partie intermédiaire de la console centrale, on va retrouver un vrai allume-cigare. Alors ça, c'est de plus en plus rare. On a de plus en plus de prises de type allume-cigare. Ici, on a un vrai allume-cigare dans cette voiture. On a ensuite rassemblé en partie centrale les 4 commandes de vitres électriques, donc les 2 de l'avant et les 2 de l'arrière, avec possibilité d'inhiber les commandes de vitres de l'arrière avec ce petit bouton. Et puis alors sous ce cache média, eh bien on retrouve une entrée auxiliaire, une entrée USB-A et une entrée USB-C pour vous connecter au système d'infodivertissement. Ensuite, on retrouve les commandes plus spécifiquement liées aux capacités de franchissement de cette voiture, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, avec la possibilité de verrouiller les essieux, possibilité également d'agir sur la barre anti-roulis, ainsi que les 4 boutons pour les alimentations auxiliaires d'appareils électriques. Entre les sièges avant, on a ensuite à droite le sélecteur de vitesse, à gauche la boîte de transfert, on a ensuite le frein à main, un vrai frein à main, et puis les porte-gobelets avec un cendrier amovible. Forcément, le cendrier, il va avec l'allume-cigare, mais tout ça peut être évidemment enlevé si vous avez décidé de ne pas fumer dans votre voiture, ce qui est une bonne chose, rappelons-le. Et puis alors, un accoudoir central plutôt confortable d'ailleurs pour le coude, avec un vide-poche sur 2 niveaux, vide-poche dont le fond est systématiquement recouvert de caoutchouc pour éviter que les objets ne se promènent, et ça, c'est plutôt bien vu. Avant de prendre la route, coup d'œil du côté du système d'infodivertissement, écran de 8,4 pouces, je l'ai dit, avec le système Uconnect Nav de 4e génération dans cette voiture. La réactivité, elle est plutôt bonne, franchement, on peut passer très facilement d'un menu à l'autre. Vous le voyez, très bonne réactivité, c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas franchement très moderne au niveau de l'affichage, mais franchement, ça fait le boulot. Et puis, on est dans un univers un petit peu rustique avec cette voiture, et donc c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment gênant, à défaut d'être vraiment moderne. Les menus, ils sont clairs.
clairs, ils sont précis, ils sont sans fioritures. On a Apple CarPlay et Android Auto de série dans cette voiture, ce qui est une bonne nouvelle. Alors je ne suis pas parvenu à me connecter sans fil à Apple CarPlay que j'utilise, mais paraît-il avec une mise à jour ce sera possible. Donc je ne sais pas si cette voiture n'a pas la mise à jour ou si j'ai pas la bonne information. Toujours est-il que en filaire ça fonctionne, sans fil je ne suis pas parvenu à le faire fonctionner, mais effectivement peut-être une mise à jour est-elle nécessaire. On a l'app My Uconnect également pour se connecter à distance à la voiture, ce qui est toujours pratique pour vérifier les statuts, notamment tout ce qui est système de recharge, etc. Pour le reste, eh bien, vous le voyez, on a les fonctions principales qui sont disponibles ici en dessous. Donc le média, la climatisation, les commandes diverses de sièges chauffants, volants chauffants, caméra, rétroviseur, etc. On a également les applis, on a également la navigation, le téléphone et puis les réglages généraux, les réglages plus profonds que vous allez pouvoir voir ici dans ce menu. Voilà, tout ça est très très efficace. En permanence, on va garder ici en haut, à droite et à gauche, eh bien, la température désirée. Ici en l'occurrence, on demande 20 degrés. La station qui est en cours de diffusion. Voilà, donc franchement c'est assez performant. On va juste regretter par exemple que pour la radio numérique DAB+, qui permet d'afficher notamment des données associées à un diaporama, eh bien ça ne sera pas possible dans cette voiture puisque la voiture ici n'affiche pas de données associées. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, ça aurait amené un petit peu de gaieté sur cet écran qui est un peu tristounet, mais cela dit qui est effectivement bien en phase avec, je le disais, l'aspect un petit peu rustique de la voiture. On n'est pas dans une Mercedes classe S. Au moment de démarrer avec cette voiture, eh bien, il convient d'oublier tout ce qu'on connaît, toutes les références en termes de gabarit, en termes de position de conduite en tant que telle. Cette voiture ressemble vraiment à aucune autre. Et dès qu'on en prend le volant, effectivement, on se rend compte que les dimensions, l'encombrement de la voiture, il est un peu difficile à évaluer au début. On a une vue très très bonne sur le capot, on voit très très bien le capot, on est positionné très très haut avec une belle vision périphérique. Cela dit, on ne voit pas du tout les passages de roues. Les passages de roues ici et là-bas, on ne les voit pas, il faut vraiment se pencher vers l'avant pour les distinguer et c'est là qu'on se rend compte que la voiture est beaucoup plus large que ce que le capot laisse deviner et donc il faut vraiment faire un petit peu attention. L'encombrement de cette voiture, il est vraiment gigantesque. Cette voiture, c'est une version Rubicon, c'est-à-dire la version qui grimpe aux arbres, la version qui est essentiellement à l'aise en tout terrain, avec des pneus spéciaux pour la boue. Ces pneus spéciaux, ils font beaucoup de bruit sur la route, mais voilà, ils sont pas faits pour ça, donc c'est normal. Il faut vraiment la prendre pour ce qu'elle est, et spécifiquement dans cette version Rubicon, à savoir un très très bon compagnon qui va vous sortir de tous les mauvais pas, et notamment si vous faites du tout-terrain, ce que je n'ai pas fait cette semaine avec cette voiture. Donc c'est difficile de la juger sur la route, étant donné que cette version Rubicon, c'est pas sur la route qu'elle est censée donner le meilleur d'elle-même, mais bien en vrai tout-terrain, c'est-à-dire hors des sentiers battus. Au niveau du confort, quand on s'installe à bord, au niveau du siège spécifiquement et de la position de conduite, alors la position de conduite, elle est plutôt bonne. On a une belle vision périphérique, je le disais. Par contre, au niveau du siège, ça manque peut-être un petit peu de maintien. Au niveau des cuisses, par exemple, pour moi qui suis relativement grand, peut-être aussi au niveau du maintien latéral. Et puis alors, moi, quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, c'est qu'il n'y a pas de repose-pied à gauche. On est sur une voiture voilà, automatique et on n'a pas besoin du coup de son pied gauche et on ne sait pas quoi en faire en fait au début. Alors on peut étendre la jambe effectivement, mais voilà, ça me gêne un peu de ne pas avoir de repose-pied du côté gauche. Mais une fois encore, voilà, je pense qu'aussi dans des situations plus complexes sur terrain compliqué, c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur son pied gauche pour se maintenir en place, se maintenir dans le siège, et c'est pas possible avec cette voiture. Il faut donc trouver d'autres astuces. Concernant les aides à la conduite, dans cette voiture, on a tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une voiture moderne en 2021, c'est-à-dire le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif ou non d'ailleurs, vous pouvez choisir sur le volant si vous le voulez adaptatif ou pas, l'avertisseur d'angle mort, etc., etc. Et puis alors des fonctions spécifiques, spécifiquement liées à cette voiture et à ses capacités en franchissement, et notamment le Select Speed, qui est une sorte de régulateur de vitesse en situation compliquée, c'est-à-dire sur une pente raide ou sur un terrain boueux par exemple, et qui va vous aider à maintenir une vitesse constante dans ces conditions difficiles. Au niveau du comportement, cette voiture, malgré ses 380 chevaux, est loin d'être une voiture sportive évidemment. 2,4 tonnes, c'est son poids sur la balance. C'est un sacré poids évidemment. Et puis en termes de comportement, de conduite, cette voiture elle n'est pas du tout faite pour faire de la conduite dynamique, certainement dans cette version Rubicon destinée au tout-terrain. Par contre, la puissance, elle va être au service de justement des capacités de franchissement de la voiture. Et certainement l'apport de l'électrique qui va amener beaucoup de couples, notamment à basse vitesse,
Et donc ça, c'est vraiment très très efficace. C'est finalement la meilleure version de la Jeep Wrangler. Cette électrification, elle apporte énormément. Normalement, une voiture électrique, ça ne fait pas de bruit. Certainement une hybride rechargeable à basse vitesse. Sauf que celle-ci, alors à très très basse vitesse, vous allez effectivement pouvoir profiter des 4 roues motrices en mode full électrique en silence, parce que vous serez à très très basse vitesse. Mais dès que vous allez élever un petit peu le rythme, ça va vraiment se compliquer au niveau du bruit. Là, je suis à 83 km/h sur cette nationale. J'entends qu'il y a des bruits devant, dans des passages ici, ça cuine un petit peu. Globalement, la structure cuine un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est une structure amovible. Vous allez pouvoir enlever tous ces panneaux, vous allez pouvoir dénuder complètement le haut de cette voiture et en faire une full découvrable. Alors, est-ce que vraiment le silence de fonctionnement, c'est ce que vous voulez avec une voiture comme celle-ci? Il faut vraiment la prendre pour ce qu'elle est, et notamment dans cette version Rubicon. Voilà, c'est brut de décoffrage, c'est un peu bestial parfois, mais on est loin d'un Range Rover, on est loin du confort d'un gros 4x4 très premium. On est plutôt dans quelque chose d'un peu bestial, d'un peu voilà, et c'est pas désagréable non plus, simplement que si vous attendez du silence dans cette voiture, bah, vous n'en aurez pas. En plus de ses capacités de franchissement, cette voiture est capable de tracter une charge évidemment. Alors une charge non freinée, ce sera 750 kg, une charge freinée, ce sera 1,5 tonne. Dans cette voiture, on dispose de 3 modes d'entraînement. Le mode par défaut, c'est le mode hybride. La voiture va elle-même décider en fonction de la vitesse, en fonction de la pression sur l'accélérateur, s'il vaut mieux utiliser le moteur électrique et ou le moteur thermique. Donc c'est la voiture qui gère tout. Le deuxième mode, c'est le mode électrique que vous allez pouvoir forcer. À ce moment-là, la voiture évoluera en 100% électrique, pour peu qu'il y ait de l'électricité dans la batterie évidemment. 100% électrique, donc en silence, et pour peu que vous n'écrasiez pas l'accélérateur, parce que en cas de sollicitation un petit peu trop importante, eh bien la voiture va faire se réveiller le moteur thermique. Le troisième mode, c'est le mode e-save. La voiture va décider à ce moment-là de maintenir, parce que vous l'aurez décidé, de maintenir la charge de la batterie pour une utilisation ultérieure, ou de recharger la batterie si la charge n'est pas suffisante. Auquel cas, attention, vous allez faire exploser la consommation, puisque la voiture va faire tourner son moteur thermique pour avancer et pour recharger la batterie. Donc le mode e-save à utiliser vraiment avec parcimonie. 12,28 mètres, c'est la valeur revendiquée par cette voiture pour ce qui concerne le diamètre de braquage. Pour être tout à fait complet au niveau de ces valeurs, sachez que la garde au sol, elle est de 25,3 cm sur cette version Rubicon, c'est-à-dire 1,1 cm de plus que sur la version Sahara, qui est déjà très très haute, d'où l'intérêt des poignées de maintien qu'on a ici, notamment pour monter à bord et pour descendre du véhicule. Et puis, pour être vraiment tout à fait complet, sachez que vous pouvez, avec cette voiture, affronter une profondeur de guet de 76 cm à une vitesse de 8 km/h, vous voilà informé. La boîte automatique à 8 rapports dans cette voiture, elle fait particulièrement bien son travail, c'est vrai. Au quotidien, en conduite cool, vous allez avoir des passages du mode d'entraînement électrique au mode d'entraînement thermique qui sont tout à fait soft, et c'est vrai que parfois on ne se rend pas compte en fait qu'on passe de l'un à l'autre, et c'est tant mieux. Ça, c'est si vous évoluez en mode cool. Si vous sollicitez un petit peu plus l'accélérateur, là d'office le moteur électrique ne sera pas suffisant, il va devoir donc réveiller le moteur thermique, et le moteur thermique va mettre un peu de temps à se réveiller, comme sur toutes les voitures hybrides rechargeables, et donc vous avez une petite latence au moment où vous écrasez l'accélérateur. La réponse n'est pas immédiate alors qu'elle l'est avec un moteur électrique, et donc voilà, c'est un petit peu plus frustrant, mais c'est ce qui fait dire aussi, et ça c'est global pour toutes les voitures hybrides rechargeables, que quand on passe à l'hybride rechargeable, les kilomètres qu'on parcourt en 100% électrique sont les kilomètres les plus agréables, et donc évidemment après on est tenté de passer au full électrique. Donc c'est un peu la voie toute tracée vers le full électrique, parce que ces kilomètres en électrique, ils sont vraiment très très agréables. Un autre point qui est propre aux voitures hybrides rechargeables, ça concerne le freinage et cette bascule, ce point de bascule quand on freine entre le freinage par récupération d'énergie et le freinage par friction. Un point de bascule qui est parfois un petit peu mou, qui engendre une sensation un peu mollasse au niveau de la pédale de frein, qui manque un peu de mordant. Cette voiture n'échappe pas à la règle, comme sur toutes les voitures hybrides rechargeables, mais de ce côté-là, elle s'en sort quand même plutôt bien par rapport à d'autres où effectivement ce point de bascule est encore plus difficile à évaluer et n'est pas constant, ce qui est très très compliqué au quotidien. Ici, là, je vais devoir m'arrêter à un feu par exemple. Voilà, je sens bien qu'il y a effectivement un démarrage en récupération d'énergie, et quand je sollicite un petit peu plus le frein, le freinage par friction se met en marche. Mais voilà, le point de bascule entre les deux, il est assez clair, assez facile à appréhender finalement.
Toujours concernant le freinage ou plutôt la récupération d'énergie, cette voiture à la base ne récupère pas énormément d'énergie quand vous levez le pied de l'accélérateur parce qu'elle propose une décélération très naturelle qui s'apparente à la décélération naturelle d'une voiture à moteur thermique quand vous levez le pied de l'accélérateur. Donc la voiture va ralentir très progressivement et donc récupérer assez peu d'énergie. La récupération d'énergie, elle se fera donc lorsque vous enfoncez la pédale d'accélérateur quasi exclusivement. Par contre, vous pouvez, si vous le préférez, activer une fonction de récupération maximale d'énergie. C'est le bouton e-coasting qui se trouve sur le tableau de bord. Et là, effectivement, quand vous levez le pied de l'accélérateur, vous allez avoir une décélération beaucoup plus importante et donc une récupération d'énergie beaucoup plus importante au lever le pied d'accélérateur. Certains préfèrent, d'autres pas. Le petit bémol, moi je dirais, c'est que cette fonction ne reste pas activée d'un trajet à l'autre. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire qu'à chaque nouveau trajet, pour peu que vous ayez envie de garder la fonction active en permanence, eh bien, vous allez devoir réappuyer systématiquement sur le bouton e-coasting. Pas de vue à 360 degrés sur cette voiture, par contre une caméra de recul qui fonctionne particulièrement bien, la définition est très bonne, et puis une caméra off-road également sur cette version Rubicon, elle est de série en option sur les autres finitions, une caméra off-road qui, comme son nom l'indique, va vous aider à évoluer sur terrain un petit peu compliqué. C'est une caméra qui est pointée vers l'avant et qui donc va vous montrer ce qui se passe juste devant la voiture, et en franchissement ça peut être très pratique. Cette voiture, elle dispose au niveau de l'éclairage de phares full LED qui offrent un éclairage tout à fait satisfaisant, et vous pouvez même opter pour le basculement automatique des feux de route aux feux de croisement en poussant le commode de gauche vers le tableau de bord. Avant de parler du prix de cette voiture, avant de conclure cet essai, on va parler consommation et autonomie réelle en mode 100% électrique. Alors pour ça, je vais m'arrêter un petit peu sur le côté pour prendre mon petit papier et vous donner toutes les infos. Voilà, me voici arrêté pour vous parler autonomie réelle, consommation également avec cette voiture. Alors l'autonomie théorique en 100% électrique, c'est 53 km en ville et 40 km en cycle mixte, donc selon la théorie de la norme WLTP. Sur l'ensemble de cette semaine, j'ai parcouru 560 km et la consommation moyenne s'est élevée à 6,5 litres. 6 litres et demi au 100, c'est évidemment une valeur très intéressante compte tenu du gabarit de la voiture, de cette prise au vent importante. Alors la consommation évidemment sur route, elle a peu d'intérêt sur une voiture qui est destinée à faire du tout-terrain, mais voilà, c'est juste pour avoir une vue un peu globale de la situation. Donc 6,5 litres, c'est ce qu'elle consomme donc quand vous jouez le jeu de la recharge au maximum et en fonction de mes conditions de circulation à moi. Combien de kilomètres peut-on parcourir réellement avec une charge de batterie en mode 100% électrique donc? Je suis arrivé à près de 30 km avec 50% d'autoroute. Sans autoroute, on peut se rapprocher des 40 km. Donc finalement, on n'est pas si éloigné que ça des valeurs communiquées par le constructeur. Et compte tenu justement du fait que cette voiture dispose d'une prise au vent importante, d'un poids important, 2,4 tonnes. Et en plus, cette version Rubicon a des pneus qui ne sont pas faits pour la route du tout, des pneus pour la boue. On a quand même des valeurs qui sont très intéressantes. Batterie vide, attention. Batterie vide sur autoroute, ça c'est la pire des situations. Là, vous allez tourner aux alentours de 12 litres, voire un petit peu plus. Par contre, vous serez entre 7 et 8 litres sur autoroute avec la batterie pleine. Donc, en ayant le moteur qui peut disposer à la demande de cette électricité. Et donc, des moments où vous allez pouvoir éteindre le moteur. Le moteur, vous n'allez pas devoir l'éteindre vous-même, mais la voiture va éteindre le moteur thermique pour évoluer en électrique. Et donc là, vous allez avoir une consommation qui sera donc un tiers inférieure. C'est assez important par rapport à la même situation avec la batterie vide. L'idée est donc de recharger le plus possible, évidemment le plus souvent possible, à chaque fois que c'est possible, pour jouer le jeu de la conduite en 100% électrique quand c'est possible, pour faire diminuer la consommation globalement quand on est sur des voies rapides, et puis aussi parce que conduire en électrique, et c'est valable pour toutes les voitures hybrides rechargeables, les kilomètres qu'on va parcourir en 100% électrique, c'est les kilomètres qui sont les plus agréables. Avant de passer à la conclusion de cet essai, parlons du prix de cette Jeep Wrangler hybride rechargeable. Elle s'échange en Belgique contre un chèque de 68 300 € en version Sahara, 70 200 € dans cette version Rubicon. Une version 80e anniversaire est également disponible à partir de 70 500 €. Dans l'Hexagone, les prix de base sont de 68 200 € pour la version Sahara, 69 700 € pour la version Rubicon. Et puis il existe une version Overland disponible à partir de 70 400 €. Rendez-vous sur le configurateur en ligne de Jeep pour configurer votre Jeep Wrangler hybride rechargeable et déterminer votre prix.
Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, propose d'excellentes formules de leasing, leasing opérationnel pour les entreprises, les indépendants, private lease pour les particuliers. Dans les deux cas, la formule, elle est la même, c'est-à-dire un leasing et pendant toute la durée du contrat, vous payez le même loyer tous les mois. Pas de surprise, pas de frais supplémentaires, tout est compris et notamment les frais d'entretien par exemple. Et ça, c'est vraiment une grande sérénité au quotidien. Si vous voulez déterminer votre prix en leasing opérationnel ou en private lease pour vous-même ou en voiture de société pour cette voiture ou toute autre voiture électrique ou hybride rechargeable, eh bien rendez-vous sur arval.be. Si vous êtes en France, des formules équivalentes existent également chez nos amis français sur arval.fr. En conclusion, on peut le dire, vous avez sous les yeux un ovni dans la production automobile actuelle. Mélange d'authenticité, ça reste une vraie Jeep Wrangler, et puis de modernité également, certainement, dans cette version hybride rechargeable. Alors, même si l'hybridation est aujourd'hui un passage obligé pour tous les constructeurs, c'est ici un vrai plus en fait sur cette voiture. Un plus qui booste encore les capacités déjà énormes en tout terrain de ce vrai 4x4 performant. Évidemment, cette version Rubicon est davantage à l'aise en tout terrain que sur la route, et c'est bien normal. La route n'est pas l'endroit où ce 4x4 extrême est supposé évoluer le plus. On lui pardonnera donc quelques lacunes d'équipement plutôt destinées à la route, comme le capteur de pluie par exemple. On lui pardonnera également une circulation plutôt bruyante à haute vitesse sur le bitume. Mais si vous voulez sortir du lot, et des ornières avec style, c'est assurément ce 4x4 qu'il vous faut, d'autant qu'il a su conserver au fil du temps et des générations son look indémodable, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous ses concurrents. Je pense par exemple au Land Rover Defender qui dans sa dernière génération a peut-être perdu de son authenticité. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Je vous le disais tout à l'heure, le prochain, ce sera l'essai de la Renault Mégane Grand Tour E-Tech, donc hybride rechargeable. Un autre essai hybride rechargeable un petit peu plus tard au mois de septembre, ce sera la Ford Kuga hybride rechargeable. Et puis entre les deux, direction l'Allemagne chez Audi avec l'Audi Q4 e-tron en version 40, donc une version un petit peu plus modeste que celle qu'on a déjà essayée il y a quelques semaines. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci mille fois de votre fidélité et à bientôt!